On invite avec nous Aimé Coutier et Amélie Charbonneau du Gris Montréal pour nous présenter les représentations des personnes trans et non-binaires dans une population étudiante collégiale et universitaire qui ont été rencontrées par le Gris Montréal. Donc, quelques considérations intersectionnelles. Le Gris Montréal est un organisme communautaire qui intervient par le témoignage dans une diversité de milieux, notamment scolaires, afin de démystifier des orientations sexuelles ainsi que les identités trans et non-binaires. Lors de ces interventions, l'organisme recueille des données par questionnaire. Vous en avez dégagé les représentations de jeunes adultes qui étudient au collégial ou à l'université concernant les personnes trans et non-binaires. Amélie est chargée de recherche et Aimé est assistant de recherche. Vous avez un petit point. Oui, je l'ai, il est là. Bonjour. Moi, je suis genre très stressée quand je fais des présentations, fait que je vais faire de mon mieux pour pas vous inonder de mots à la vitesse de la lumière. Donc, c'est ça, cette présentation-là, on l'a développée à partir d'un article qu'on a écrit cet hiver avec plein d'autres personnes qui sont là et qu'on remercie d'avoir participé. Donc, c'est un article qu'on a soumis, mais on n'a pas encore les réponses. Donc, un jour, il sera disponible, mais on ne sait pas quand. Sinon, je pense que tu n'as pas cliqué sur la fenêtre. Yeah. Donc, notre présentation va être assez simple. Donc, je vais présenter un peu plus le gris. On va parler de notre métaux et de notre échantillon. On va passer un petit peu de temps sur les résultats, mais donc sur une partie, pas tout ce qu'on avait. Puis, on va aller vers une discussion pour apporter des éléments intersectionnels. Donc, le Gris Montréal, ça existe depuis, c'est notre dernier défilé à la Fierté, avant la COVID et tout ça. Ça date. Donc, on a été fondé en 1994. Donc, au départ, la démystification, c'était de l'homosexualité en premier. Donc, puis avec le temps, donc la bisexualité a été ajoutée, puis ensuite les identités de genre trans et non-binaires. Donc, quand on fait de la démystification, c'est des bénévoles qui vont se raconter dans des endroits, beaucoup au secondaire, mais dans plein d'autres milieux. Donc, on va aux endroits où les gens nous invitent. Donc, on ne fait pas de démarchage parce qu'on fait déjà plus de 1000 interventions par année. Puis, c'est pas mal le top de ce qu'on serait capable de faire en ce moment avec notre bassin de bénévoles. Mais donc, en dehors de ce témoignage-là qui est fait tous les jours pendant l'année scolaire, il y a aussi la recherche qui est là depuis les débuts. Donc, dès les premières interventions qui ressemblent même plus, intervention, c'est notre jargon interne au gris, là, qui veut dire un atelier. Les gens qui étaient là se sont dit c'est un bon endroit pour essayer d'aller récolter les perceptions des jeunes. Donc, la recherche est là depuis le début. Donc, ça nous permet, c'est ça, donc la perception des jeunes, mais aussi de s'améliorer puis de suivre aussi les thèmes qui sont les questions des jeunes. Donc, c'est pas mal ça. Donc, pour ce qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, donc l'échantillon a été constitué de 690 questionnaires. Les interventions ou ateliers dans un registre plus courant se sont déroulés en France entre 2019 et 2022. On a 74 de l'échantillon qui provient du collégial, 23 de l'université et un 3 d'éducation aux adultes. C'est un échantillon qui vient de Montréal, de la Montérégie et de la région de Québec. On a 345 répondantes et répondants dans 14 interventions en présence et 353 qui viennent de 14 interventions en ligne dans un contexte pandémique, vu que ce n'est pas le format usuel de ces présentations-là. Au cégep, les interventions ont lieu dans des cours préuniversitaires et techniques, que ce soit en sociologie, en psychologie, en sexualité humaine, en soins infirmiers et en travail social. Et à l'université, c'était dans des domaines comme la psychologie, la médecine, les études féministes et des cours multidisciplinaires. Donc, pour poursuivre, on a 88 des répondantes et des répondants qui ont entre 17 et 20 ans. Donc, sur le plan de l'âge, c'est assez homogène. 70 sont des femmes, 27 des hommes, et il y a 3 qui s'identifient comme ni hommes ni femmes. 96,7 sont des personnes cisgenres, 3,3 des personnes qui
déclarent un genre différent de celui qui a été assigné à la naissance. Les personnes qui cochent la case, il y a une femme se déclare en fait précise être un non-binaire, gender fluide, sur le sexe de la transmasculinité ou en questionnement sur leur identité de genre. Puis dans le questionnaire, en fait, les questions qu'on a gardées pour cette analyse-là, donc on a plein de questions qui sont quantitatives, mais on est resté sur le qualitatif. Donc, c'est 2 questions qui sont posées avant même que les bénévoles entrent dans le local. Donc, on leur demande simplement, dans leurs mots, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est une personne trans et une personne non-binaire et qu'est-ce qu'elles en pensent. Donc, on a utilisé une approche qualitative inductive. Donc, on n'avait pas de grille d'analyse au début. On a vraiment fait un relevé des thèmes. Puis, après avoir relevé plusieurs thèmes, en fait, on en a choisi quelques-uns pour en faire un calcul de fréquence, là, pour ajouter une petite notion quantitative à notre analyse. Et aller au-delà des. J'ai l'impression que ça sort souvent. Je suis vraiment capable de dire ça sort dans à quelle fréquence. Donc, au niveau des résultats, dans l'article qu'on a signé, ils ont été activés en 3 catégories. Donc, les définitions faites à propos des personnes trans et non-binaires, les attitudes à leur endroit, puis aussi les représentations qu'on peut en dégager. Et ça, c'est des catégories qui sont vraiment sorties en fonction des résultats qu'on a obtenus. On va commencer avec les représentations des personnes trans. En fait, pour les besoins de la présentation, ici, on ne présentera pas l'ensemble des résultats. On va vraiment axer sur les représentations parce que c'est peut-être le plus crunchy. Puis, on va commencer avec les représentations des personnes trans et on ira ensuite sur les représentations des personnes non-binaires. Donc, par rapport aux représentations des personnes trans, ce qu'on relève en premier, en fait, c'est qu'il y a vraiment une instance sur la transition physique engendrée dans le mot refuseur par la malchance, je mets des guillemets, de naître dans le mauvais corps. On insiste aussi sur un réalignement de l'apparence du corps sexuel avec le genre sexe psychologique de la personne. Et là, dans le mot d'un ce genre de 18 ans, donc une personne trans trouve que son sexe anatomique ne correspond pas à son sexe psychologique. La transition est souvent conçue de façon confuse au singulier et souvent une trajectoire supposément universelle. On dira par exemple dans le mot d'une ce genre de Vincent, c'est une personne qui ne s'identifie pas à son sexe de sa personne, donc après avoir pris des hormones ou testostérone, il décide parfois de faire la chirurgie de changement de sexe complexe. Et ça, c'est peut-être l'extrait le plus parlant, mais ça se retrouve décliné de plusieurs façons à travers le corpus. Il y a aussi une insistance sur la souffrance des personnes trans et sur leur dysphorie. Donc, dans le mot d'une femme cisgenre de 19 ans, les personnes trans sont nées dans un corps qui ne correspond pas à son genre et certaines ont subi des chirurgies afin de corriger ce problème qui peut parfois être lourd et difficile pour eux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en contraste, on mentionne très peu des interactions sociales difficiles, la marginalisation, la discrimination, et ça, on ne conçoit pas que c'est source de souffrance. On présente aussi le corps sexué pré-transition comme ayant un caractère indélébile. Donc, on dit par exemple, dans le milieu d'un genre de 19 ans, une personne trans est une personne qui a changé son sexe et ne peut donc pas complètement enlever les traces de son genre ou genre. En fait, l'idée de devenir son genre, c'est vraiment un thème récurrent à travers le corpus. On parle vraiment de devenir un homme, de devenir une femme, en évident en fait que la personne est déjà. Ensuite, on passe vers les personnes. J'ai oublié un truc en fait. Dans le corpus trans, en fait, là, il y a 36,4% du corpus qui nous parle de devenir son genre ou de changement. Mais dans le corpus non-binaire, en fait, c'est juste 0,3% du corpus qui nous mentionne ça. C'est vraiment une différence fondamentale là, dans ces deux corpus. C'est peut-être aussi parce qu'ils veulent se trouver d'autres réponses à la question d'après, mais bon, alors, ça, c'est d'autres considérations. Donc, par rapport aux personnes non-binaires, le discours qu'on retrouve dans nos questionnaires, c'est beaucoup ancré dans l'identité. En fait, contrairement aux personnes trans, que c'est un discours qui est très ancré dans le corps, la biologie. Donc, il y a presque la moitié du corpus sur les personnes trans, 42,3 qui parlent du corps, tandis que pour les personnes non-binaires, on est juste à 4%.
Aussi, les définitions des personnes non-binaires sont presque toujours dans la négative, c'est-à-dire qu'on définit les personnes non-binaires parce qu'elles ne sont, ne sont pas parce qu'elles sont. Donc, c'est ça. Je suis perdue dans mes choses, je suis désolée. Aussi, donc, les personnes non-binaires sont positionnées entre la masculinité et la féminité, qui sont érigées comme deux pôles opposés. Donc, sont entre les deux dans une zone grise sur un spectre. Donc, on a la référence à cette binarité-là là, dans 15% des réponses là, par rapport aux personnes non-binaires. On dit une personne non-binaire ne s'identifie pas à un genre en particulier, mais plutôt dans la zone grise entre les deux genres socialement définis. On dit aussi une personne non-binaire ne s'identifie ni à l'homme ni à la femme, entre les deux, et il peut y avoir un spectre où on ne se sent pas homme ou femme. On a quand même, donc dans ces réponses-là, on n'a pas juste une définition, je pense, de la non-binarité, mais aussi de la conception du genre des personnes qui ont répondu. Donc on le voit transparaître dans la façon dont ils en parlent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très binaire, là, qui est figé. Mais il y a quand même des personnes qui apportent des nuances, qui parlent de la non-binarité, qui parlent de l'identification à plus d'un genre, qui parlent de fluidité dans l'identification, que ça peut changer dans le temps, la possibilité d'être à genre aussi, que des existences de genre qui sont pas dans l'entre masculin et féminin, ça existe. Comme ici, on dit une personne non-binaire n'est pas nécessairement androgyne et navigue librement sur le spectre du genre. Elle peut aussi expérimenter des dysphories de genre. Aussi, on dit une personne qui n'est ni strictement une femme, ni strictement un homme. Je pense que dans certains cas, le genre peut flip-flop entre hommes et femmes d'un jour à l'autre et que parfois les personnes peuvent tout simplement ne pas s'identifier à un genre ou à l'autre. Donc, c'est sûr que cet extrait-là est un peu rigolo, mais il montre quand même d'une façon peut-être malhabile qui peut avoir des nuances, donc qui peut avoir de la fluidité dans le temps. Aussi, les personnes trans elles sont vraiment... excusez, j'ai vu, je voulais aller... En tout cas, il y a des liens qui se sont faits dans ma tête. Donc, les personnes non binaires sont représentées comme des contestataires, tandis que les personnes trans, elles étaient plus vues comme des personnes qui avaient la malchance d'être nées dans le mauvais corps. Je mets des air quotes. Donc, par exemple, on dit « J'ai de la difficulté à comprendre la non-binarité parce que, selon moi, la solution n'est pas tant de rejeter les genres, mais plutôt de déconstruire les stéréotypes qui y sont associés. Après, chacun fait ce qu'il veut. » Donc, aussi, les personnes non-binaires sont vues comme étant à la limite ou hors des limites du concevable. Donc, c'est comme si c'était impossible. Quand on compare avec les personnes trans, c'est possible. Ça dérange quand même. On utilise des mots de l'étrange, tout ça, mais ça reste possible, tandis que pour les personnes non-binaires, c'est impossible. Donc, encore une fois, on voit au travers de ça comme la vision du genre des répondants, répondantes, et puis on voit à quel point elle est enracinée dans la binarité. Donc, quand on met une approche un peu intersectionnelle par-dessus ces résultats-là, donc on se rend compte quand même que les personnes trans et non-binaires sont vues de façon très unidimensionnelle. Donc, entre autres, on parle plus souvent des femmes trans que des hommes trans. Je pense que c'est un thème qu'on a vu pas mal aujourd'hui. Donc, quand on mentionne le sexe de la personne trans, qu'on parle dans la définition, ben, il y a 2,3% qui mentionnent les deux. Il y en a 4,4 qui mentionnent les femmes trans et 1,9 qui parlent des hommes trans. Puis aussi des confusions sur un ton pathologisant entre les personnes non-binaires et les personnes intersexes. Puis là, à cet endroit-là, on s'avoue un peu pas bien placé pour trouver qu'est-ce que ça signifie réellement ces résultats-là, mais ça pose des questions, je pense, pour les communautés non-binaires et les communautés intersexes. En fait, aussi, on constate des absences importantes dans nos corpus. Quand on constate, en fait, les écrits sur la jeune population trans et non-binaire canadienne,
En fait, on voit une diversité flagrante sur plusieurs axes. Quand on regarde, nous, notre corpus, en fait, ce qu'on voit, c'est dans les représentations des personnes qui ont été rencontrées par le jury au collégial et à l'université et en éducation aux adultes, c'est absent. En fait, cette diversité-là, on ne la trouve pas vraiment dans le corpus. On nous parle en fait d'un seul axe, puis c'est tout à fait possible, on s'en va un peu vers notre conclusion, c'est tout à fait possible, on peut peut-être aller à la conclusion, c'est tout à fait possible que nos questions aient un caractère assez limitant ou n'invitent pas d'emblée à penser à la diversité des populations trans et non-binaires, mais bon, c'est quand même pas là dans le corpus. Alors, ça pose des questions, est-ce que la diversité de la population trans et non-binaire, est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est reconnue par les jeunes adultes qui sont inscrits dans des programmes qui sont souvent axés vers l'intervention? Question qu'on laisse en suspens. Ensuite, nous, au GRI, en fait, on s'en va vers une refonte de nos questionnaires et cette refonte, elle est soutenue par un effort d'intersectionnalité important. Donc, nos questions auront un nouveau format et vont couvrir plus large que les questions actuelles et on est bien excité de cette refonte-là. Voilà.